Audio Jungle. Bonjour, bienvenue à l'émission Flash Info Afrique sur Diaspora Interaction. Je m'appelle Abakar Jean, je vais faire le tour de l'actualité africaine des 2 dernières semaines avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le décès de l'ancien président du Congo, Pascal Lissouba, du traité de paix qui a été signé au Soudan, de la candidature de Alpha Condé et de Ouattara et de l'apport de la diaspora africaine pour le continent. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Félix Emmanuel Tchagoué qui va m'aider à faire l'analyse de l'apport de la diaspora africaine. Bonjour Félix. Bonjour Abakar, merci de m'avoir invité. Audio Jungle. Le 24 août dernier, nous avons appris le décès de l'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, qui a été le 5e président du Congo et le premier président qui a été élu démocratiquement en 1992 dans ce pays. C'est un président qui a marqué ce pays et le continent. Il fait partie d'un des plus grands panafricanistes et tout, et qui a apporté beaucoup à la démocratie de ce pays. Félix, qu'est-ce que tu penses du décès de Pascal Lissouba? C'est avec une énorme tristesse que nous avons appris le décès de ce président. Et il faut rappeler qu'en 1992, quand il a été élu, on l'appelait professeur, le professeur des présidents, pour la simple raison qu'il était le président africain le plus intellectuel, avec un niveau extraordinaire. Il avait mis en place dans son plan d'action pour son pays un développement inclusif. Il avait pour ambition de mécaniser, la structure économique de son pays, à ne pas confondre avec le Zaïre, mais plutôt le Congo-Brazzaville. Donc, il avait pensé également utiliser les ressources pétrolières pour aller diversifier les éléments de structure de production de son pays. C'était une idée géniale. Malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de ses projets, puisqu'il a été victime d'un coup d'État. S'il faut le rappeler, à la suite de la fameuse affaire Elf, qui a dû secouer le continent. Et donc, malheureusement, il meurt loin de son pays. Il a toujours dit dans ses mémoires sa volonté de retourner dans son pays et de vivre dans son pays, même si ça devait lui coûter la vie. Hélas, avant que la vie ne soit partie, il n'avait plus la possibilité de rentrer. Il fait partie des grands hommes qui ont marqué le continent africain, un très grand panafricaniste, comme on le sait, Thomas Sankara au Burkina Faso et tout. Ce qui est triste, c'est que la plupart de ce monde, soit ils sont tués au pouvoir, soit c'est des coups d'État qui les font débarquer et malheureusement, on n'y peut rien. On n'y peut rien. L'autre actualité qui a marqué le continent, c'est l'accord de paix qu'il y a eu au Soudan entre le mouvement rebelle et le gouvernement soudanais. Cet accord de paix met un terme à 17 ans de conflit. Ce conflit a fait plus de 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Oui, Bakar, tu fais bien de rappeler parce que c'est un accord historique. Oui, c'est historique. Pour une fois, on constate qu'une guerre qui a longtemps duré, qui a fait couler énormément de sang, a pu arriver à son terme. Espérons que les accords de paix qui ont été signés hier ne cachent pas, n'est-ce pas, c'est la gangrène du problème qui avait été créé 17 ans plus tôt. En ce sens que, en Afrique, on dit, une blessure qui a été mal nettoyée finit toujours par se réouvrir. On va nous communiquer dans les jours à venir les clauses de cet accord de paix. On aura donc l'occasion d'analyser en profondeur et de comprendre quels sont les éléments sur lesquels Salva Kiir, le président du Sud-Soudan, cède pour pouvoir ramener la paix dans ce pays qui a été longtemps maltraité. Il faut également préciser que les 300 000 morts, c'est plus que le seuil admissible pour être déclaré génocide. Parce qu'il faut le dire, au Soudan, c'était un génocide.
le mot vaut la peine d'être prononcé dans ce cadre-là. Il faut également préciser que 2,5 millions d'habitants déplacés, c'est plus que la population de certains pays, comme le Gabon par exemple, la Guinée équatoriale. Imaginez un pays qui perd 2,5 millions de sa population, c'est énorme. Le Soudan est un grand pays du continent, c'est l'un des pays le plus peuplés et tout, avec beaucoup de ressources. On ne peut que souhaiter le meilleur pour ce pays africain. Espérons-le. L'autre question, revenons sur le Mali. On sait qu'il y a eu des sanctions des militaires au Mali, la CEDEAO, la francophonie et certains organismes internationaux qui ont mis un embargo sur ce pays. Espérons qu'il va y avoir des solutions qui vont permettre de sortir de ce cul-de-sac au Mali. Les militaires, ils font de l'ouverture vers l'international. À date, DICO est un peu en reculant par rapport à tout ça. Quelle analyse faites-vous de ce qui se passe au Mali et de l'évolution des 2 dernières semaines? Merci Abakar de me relancer sur cette question qui est épineuse. À mon avis, j'ai souvent tendance à dire que peut-être que l'avenir de l'Afrique est en train de se jouer en ce moment. Parce qu'il faut rappeler qu'au Mali, il y a plus que des enjeux de sécurité, il y a des enjeux économiques. Il y a quelques années, on a découvert des mines d'or, du pétrole et énormément de minerais sur ce territoire. Ce vaste territoire qu'il faut rappeler est l'un des pays qui a le plus de membres maliens hors du continent. Une diaspora très forte, prête à développer ce pays. Alors l'idée de nationalisation est très forte aussi. Est-ce que le Mali pourra utiliser les ressources, les transformer pour mécaniser son pays et lancer définitivement son industrialisation? C'est un enjeu énorme. Est-ce que le Mali réussira à traverser l'étape de la transformation structurelle pour aller vers le cadre de pays émergents à travers ses propres ressources? Là encore est la question. Mais aujourd'hui, c'est vrai, la junte a pris le pouvoir. Et certains analystes trouvent que c'est un coup d'État salvateur pour le Mali. Mais encore faudrait-il que le Mali puisse revoir sa structure gouvernementale, revoir les lois qui pourront encadrer les élections libres, pacifiques et transparentes, afin que la junte puisse remettre aux civils le pouvoir tel qu'il est statué dans la plupart des accords de paix que le Mali a signés. Merci pour cette analyse globale. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas juste le coup d'État, il y a beaucoup d'enjeux de ressources au Mali. Si on se rappelle, on retourne à l'histoire au XVIIIe siècle, Kanka Moussa, qui a fait son voyage à travers le Sahara, l'Égypte et tout, là où il y a eu le premier choc économique. C'était bien. Mais c'est des choses qui ne sont pas enseignées. Il y a beaucoup d'enjeux au Mali. Oui. Espérons le mieux pour ce pays. Je vais profiter de la même occasion pour faire l'ouverture sur la Guinée de Alpha Condé, dont la candidature a été annoncée, et Ouattara qui a confirmé sa candidature pour les présidentielles, plus l'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Gbagbo, et Guillaume Soro, qui ont déposé leur candidature. On va voir si ces candidatures vont être validées ou pas. On sait que la Côte d'Ivoire est importante en Afrique de l'Ouest. Tous les problèmes qu'on voit, que ce soit au Mali, en Guinée et tout, c'est un problème francophone, d'Afrique francophone. Quelle analyse faites-vous de cette situation? C'est une très très belle question, Abakar. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être que l'enjeu de l'Afrique francophone se joue en ce moment. Peut-être que 2020, c'est l'année des pays francophones. Vous voyez, le vent souffle. Il souffle depuis le Mali. La Guinée n'est pas épargnée. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Probablement le Cameroun aussi. Et beaucoup d'autres pays. Le Burkina a également des enjeux électoraux. Sauf que c'est l'une des rares fois qu'on trouve autant de pays qui sont en conflit, qu'il y a un conflit ouvert entre les gouvernants et les gouvernés. La Guinée, dans le cadre constitutionnel, le président Alpha Condé n'a plus le droit de se présenter. Il a fait ses 2 mandats, il devrait partir. La Côte d'Ivoire, c'est le même contexte.
Sauf que les tensions sont beaucoup plus importantes en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le président Ouattara jouit du fait que son mandat a quand même apporté des fruits pour son pays. Il a développé, il a fait un ensemble de réalisations qui lui donnent du crédit. Mais là où il se tire une balle dans le pied, et à la différence de la Guinée, c'est que le président Ouattara avait ouvertement dit devant le Parlement qu'il n'était plus candidat et qu'il laissait la place à la jeune génération. Alors d'où vient-il que parce que son dauphin désigné est décédé, l'ancien président, premier ministre, perd son âme, d'où vient-il que son dauphin désigné soit décédé et qu'il décide de faire volte-face et de poser sa candidature? C'est une insulte au peuple ivoirien, tout simplement. Ça, c'est un mal africain, comme on le dit. La plupart du temps, les gens pensent quand ils sont au pouvoir, ils sont les seuls à avoir la solution aux problèmes de ce pays. Et c'est là le problème, parce que la Côte d'Ivoire, c'est des millions d'habitants. C'est une diaspora intellectuelle. C'est une population jeune et dynamique. C'est plus de 57% de la population qui a moins de 35 ans. Et comment se fait-il? Comment expliquer? Comment accepter que un président, aussi respectable soit-il, revienne sur sa parole et dise deux choses différentes la même année, 2020? Décidément, 2020 ne va pas cesser de nous surprendre. Après la Covid, on a des présidents qui changent de mots, de paroles, qui ne tiennent pas parole. Ça devient vraiment inquiétant. Espérons ce qu'il y a de mieux pour la Côte d'Ivoire, parce que dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de visiter ce pays qui est le poumon économique, qui est il y a eu un très grand développement d'infrastructures et tout. Ouattara, il a fait ses preuves, il a aidé au pays de se relever. Maintenant, je pense qu'il est temps de laisser la place à une autre génération qui va pouvoir prendre la relève et conduire la Côte d'Ivoire vers le futur. Il faut préciser également, si je le permets, Babacar, c'est que en plus de Ouattara qui a posé sa candidature, M. Ouattara, il y a également la candidature de Guillaume Soro qui ont été déposées hier, la candidature de Laurent Gbagbo qui ont été également déposées et éventuellement pourront être validées. Il y a Henri Konan Bédié aussi. Henri Konan Bédié qui a posé sa candidature. Et on n'oublie pas que ces trois personnes ont déjà occupé le poste présidentiel. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement Bédié, Gbagbo, Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est plusieurs autres alternatives. La Côte d'Ivoire, c'est une population jeune et dynamique. La Côte d'Ivoire, je pense à mon avis, à mon humble avis, ça n'engage que moi, la Côte d'Ivoire a besoin du sang neuf. La Côte d'Ivoire a besoin de penser ses blessures, d'effacer ces blessures-là, de les oublier. Et si ça ne dépendait que de moi, et ce n'est que mon humble avis, une commission de paix et réconciliation aurait dû être mise sur pied et invaliderait la candidature de ces trois personnes. Gbagbo, Ouattara, Bédié. On veut autre chose. On veut une nouvelle dynamique. On veut un pays nouveau. Gbagbo, pourquoi il revient de la CPI? Ça a été fatigant. Ça a été des conflits. Ça a été de se défendre devant la justice. Est-ce qu'il est prêt à aller vers une campagne électorale, à présenter un plan d'action? Est-ce qu'il n'est pas fatigué de tout ce qui s'est passé et de se reposer un tout petit peu? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative crédible qui est capable d'apporter du sang neuf à la Côte d'Ivoire? Autant de questions. Mais malheureusement et heureusement, seuls les Ivoiriens détiennent le dernier mot. Tout ce qu'on pourra dire, les Ivoiriens auront le dernier mot. Et j'aime souvent le dire, comme l'ancien président américain l'a dit, on peut tromper le peuple, une partie du peuple, tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais jamais tout le peuple, tout le temps. Ensemble. Merci pour cette excellente analyse sur la Côte d'Ivoire et la sous-région ouest-africaine. Djangui.com, le magasin de tous vos services en ligne. Faites-vous livrer à domicile des produits africains, du miondo, du ndolé, bobolo, du gari, du chikwanga, du haricot, du manioc et bien d'autres produits. Nous nous occupons également de faire le nettoyage complet de vos maisons, entreprises ou autres locaux. Et nos coiffeuses se déplacent chez vous pour vous rendre belle, jolie et souriante. Djangui.com, le magasin en ligne qui s'occupe de vous.
Contactez-nous au 647-852-5217 et surtout, venez nous découvrir. Nous allons faire une petite ouverture pour aborder les faits divers. Il y a eu l'ouverture des frontières en Afrique et un peu partout à travers le monde, mais malgré ça, les déplacements et les voyages sont un problème à cause du Covid, à cause des restrictions des voyages et tout ça. Avez-vous quelques faits divers à nous raconter par rapport à ça? Ben oui, Ababacar. On parle là présentement, nous sommes au Québec, au Canada. On parle présentement du jeune boxeur d'origine camerounaise, qui est encore camerounais parce qu'il n'est pas encore résident permanent. Il s'appelle Wilfried Seyi. Il s'est rendu à Dakar entre le 22 et le 29 février pour une compétition liée à la qualification aux Jeux Olympiques. Et il a eu sa qualification, il s'est rendu, il avait un combat en début mars qui a été ajourné, il y a eu des problèmes d'ordre familiaux. Et étant premier-né de sa famille, il a dû prolonger son séjour. Malheureusement, Dame Covid-19 est arrivée. Et une fois que la Covid-19 est arrivée, il n'avait plus la possibilité de retourner au Canada. N'étant pas résident permanent ni canadien, il n'a pas la priorité liée à un retour obligatoire. Alors, les frontières sont fermées. Et malheureusement, il perd beaucoup. Il va peut-être perdre son statut. Ne fait qu'il faut renouveler son statut. Est-ce que son processus lié à la résidence permanente, est-ce qu'il a des examens médicaux à faire? Il ne peut pas les faire parce qu'il est hors du territoire. Donc du coup, ça pose quand même un problème. Et il n'est pas le seul. Oui, il n'est pas le seul. Il doit y avoir des milliers de gens dans cette situation. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est le meilleur des choses et qu'on arrive à trouver des solutions à ce monde qui sont bloqués un peu partout à travers le monde. Un dernier élément sur, je vais dire divers, mais c'est pas vraiment divers, c'est un fait marquant. Je vais parler là de la création du phénomène Bobby Tanap. C'est quoi le Bobby Tanap? C'est quoi le Bobby Tanap? C'est la première fois que j'entends parler de ce mot. Et pourtant, derrière Bobby Tanap se cache le mot Amazon, carrément. Alors, c'est les femmes qui initient l'idée en se disant elles sont prêtes à mettre leur nudité à jour pour pousser les choses, pour que les choses changent au Cameroun. Et d'ailleurs, le 2 octobre prochain, elles ont une conférence internationale de la lutte, de la révolution Bobby Tanap. Et ça commence par le phénomène au Cameroun. Et peut-être ça va s'étendre dans toute l'Afrique. Je l'espère parce que ça fait 60 ans d'indépendance que la majorité des pays africains sont dirigés par des hommes. J'espère que ce mouvement va s'étendre pour permettre aux femmes de prendre le leadership de ce continent, car elles représentent une marche importante de ce continent. Plus de 52% de la population africaine 58 à peu près maintenant. Est composée des femmes, et la majorité des microfinances des entreprises en Afrique sont dirigées par des femmes. Tout à fait. Bon, Monsieur Félix, on va revenir sur la raison fondamentale de ton invitation, c'est de nous parler de l'apport de la diaspora pour ce continent africain qui devient de plus en plus un continent d'avenir. Présentement, en Afrique, on a une population d'à peu près 1,2 milliard d'habitants et on prévoit que d'ici 2050, nous allons être 2,5 milliards. L'Afrique, qu'est-ce que c'est que l'Afrique? Je sais qu'à l'international, quand on parle de l'Afrique, on voit des conflits, on voit des famines et tout, mais il y a une autre Afrique qui se développe, qui s'émerge. C'est un continent où l'économie se développe et tout. Présentement, le continent résiste bien à la crise de la Covid. Tout à fait. L'Afrique apprend à certains pays, s'agissant des TIC, des nouvelles technologies de l'information. Sur une population d'1,2 million habitants, on a plus de 500 millions de personnes qui sont connectées sur des téléphones. Tout à fait. Aujourd'hui, ici en Occident, ici au Canada et en Europe, un peu partout, on parle des banques en ligne, du mobile banking. C'est inspiré de l'Afrique. C'est l'Afrique qui apprend aux gens cette technologie. Quelle lecture faites-vous de l'apport de cette diaspora sur l'économie de l'Afrique, et par ricochet, comment pouvez-vous comparer l'apport de cette diaspora par rapport à l'aide au développement du continent? Merci Ababacar, c'est une très très belle question.
parce que c'est une question qui a fait l'objet de plusieurs recherches, et même de la Banque mondiale qui a publié des rapports depuis 2009. Depuis 2007 quasiment, il y a un rapport sur les transferts de migrants qu'on appelle habituellement de remittances. De remittances, depuis plus de 10 ans, ont dépassé l'aide publique au développement. Aujourd'hui, c'est quasiment 2 fois plus, tout simplement. Alors, si on veut faire une analyse globale de manière macro, on dira simplement que l'aide publique au développement est loin derrière les transferts de fonds de migrants en termes de masse monétaire qui rentre en Afrique. C'est un apport gouvernemental. On a fait des analyses qui ont démontré qu'il y a un impact direct sur la croissance de ces pays à travers des investissements assez importants dans les BTP notamment et beaucoup d'autres secteurs. Sauf que les transferts de fonds des migrants, les remittances, ont également un impact direct sur le plan microéconomique. C'est un apport dans les ménages, pour les ménages qui s'en servent pour améliorer leur niveau de scolarité pour des enfants, généralement, pour améliorer le cadre sanitaire des familles. Et c'est un apport monétaire important pour la subsistance. Si aujourd'hui le taux de pauvreté dans certains secteurs diminue, on peut constater un effet direct des remittances qui permet à ces familles de subsister. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, on peut dire que certains pays souffrent, mais au moins ils ont de quoi manger parce que les membres de la diaspora retournent de l'argent. Au-delà de tout cela, il y a une envolée technologique en Afrique. Il y a de l'invention qui se fait en Afrique. Il y a de l'innovation qui se fait également. On a le cadre africain avec le Cardiopad d'un jeune Camerounais ingénieur qui révolutionne l'analyse médicale à distance. Il y a beaucoup d'autres inventions comme ça qui se font tous les jours. Alors l'Afrique n'est pas seulement ce pays, ces 54 pays mis ensemble où certains sont très pauvres, où il y a du désert et autres, mais c'est également un ensemble, une population dynamique. Vous avez pris l'exemple de 500 millions de personnes connectées sur des téléphones, mais au-delà de ça, il y a une couverture sur le plan électrique qui est de plus en plus important. Il y a de grands investissements qui se font en Afrique du Sud notamment, dans le Maghreb également. Vous avez parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, avec une transformation qui se fait notable, et ça devrait s'élargir dans beaucoup d'autres pays. L'analyse qu'on peut faire depuis les indépendances, il y a l'aide au développement qui est là, mais ça n'a pas permis au continent de sortir du sous-développement ou de s'émanciper en général, comme l'a fait l'Asie. Tout à fait. Et moi, je pense qu'une analyse micro de l'aide au développement de la diaspora est importante. Il va falloir faire plus de recherches là-dessus, parce que si on l'estime que chaque membre de la diaspora transfère au moins $5 000 vers la famille, qui couvre la santé, qui couvre l'éducation et tout. C'est pas faux. C'est pas faux, mais ce que je voulais rappeler, c'est également le fait que le transfert des fonds des migrants, dans une analyse plus profonde, c'est quand même assez dynamique. Il arrive des situations où, lorsque vous allez à la diaspora, peut-être les 2-3 premières périodes de votre année, c'est plutôt la famille qui vous soutient. Quelques années après, vous soutenez la famille en échange. Donc il y a une sorte de dynamique, et en suivant un certain panel, on voit effectivement que l'analyse peut être assez délicate, mais comme vous le dites, la pertinence de cet envoi reste un fait majeur. Et vous soulevez un point important, parce qu'en Afrique, on est des sociétés communautaires. Tout à fait. Qui fait en sorte que les biens sont communs. Tout à fait. Mais présentement, on voit des changements qui font qu'on prend des comportements qui font l'individualisme se développe et tout. Oui. Et comme on l'a dit tantôt, la Covid est venue réveiller les gens. On revient vers l'agriculture urbaine et tout, alors qu'en Afrique, c'est ce qu'on connaît. Donc, l'avenir de ce continent pourrait se jouer en Afrique. Il va falloir qu'on s'intéresse à ce continent. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent, et l'avenir du monde va se dessiner probablement en Afrique dans les années à venir. Probablement oui, avec pas mal de, comme on l'a dit, les grandes inventions. Une fois que l'Afrique atteindra une transformation structurelle dans la plupart des pays, lorsqu'on aura une dynamique de mécanisation qui serait beaucoup plus étendue, et lorsque l'industrialisation, la transformation de nos richesses sous forme industrielle, de pouvoir prolonger la période de conservation et de pouvoir aller chercher des marchés, comme la Chine l'a fait, je pense qu'on tombera vers une dynamique de croissance soutenue
sur de long terme. Et à partir de là, l'Afrique pourra prendre son émergence. Et pour cela, il va falloir que les gouvernements africains investissent plus dans l'éducation du primaire à l'université pour produire de la recherche sur le continent pour les Africains. Mais j'allais dire, avant ça, il faudrait qu'on ait des structures judiciaires, légales, beaucoup plus solides. Il faudrait déjà que le mode d'accession à la présidence, que nos constitutions soient révisées, que la structure même juridique, que le citoyen se sente libre, le respect des libertés, des fondamentaux. Il faudrait vraiment qu'on revienne d'abord aux fondamentaux. Et comme le président Obama l'avait dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin des institutions fortes. Et j'aimerais que ces institutions précèdent les grandes transformations que nous aimerons réaliser en Afrique à l'avenir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés sur le Diaspora Interaction, la chaîne de la diversité. Nous vous souhaitons un agréable après-midi et espérons-le que tous les Africains, tous les membres de la diaspora et tous les membres des pays originaires africains ou afrodescendants et même tous les sympathisants comprendront la nécessité de se mettre ensemble pour accompagner le développement en Afrique, pour soutenir les différents projets structurants, pour accompagner, n'est-ce pas, la mise en place des structures fondamentales qui nous permettront d'accéder à un autre style de gestion, à un autre type de continent, à un continent nouveau, à une dynamique nouvelle, à un continent que nous aimons voir. Merci pour votre intérêt à Diaspora Interaction et à l'actualité africaine. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines sur tout ce qui va se passer sur le continent africain et aussi les perspectives d'avenir sur ce continent.